Quand on va à la rencontre des travailleurs, on se rend compte à quel point le monde du travail reste un monde où il y a énormément de violence. De la violence parce qu'il y a la flexibilité, de la violence parce qu'il y a le manque de considération. Et beaucoup d'observateurs extérieurs du monde du travail ont tendance parfois à ne pas comprendre que cette violence-là, elle est réelle. Facto at Manifesta. Thierry Botsson, Nadia Moscoufo. Bonjour Monsieur Thierry Botsson. Je vous remercie vraiment d'avoir accepté notre invitation. Ah non, là, désolé, ça ne va pas le faire comme ça. Ça ne va pas le faire comme ça. Non, parce qu'on se connaît depuis trop longtemps, donc on arrête ce truc. Ça va Thierry? Ouais, j'allais dire bonjour camarade. Bon, ça va très bien Nadia. Ouais. Exactement, t'es bien installé là? Très bien, alors, impeccable. Donc Thierry, tu es président de la FGTB. C'est vraiment un plaisir pour moi de pouvoir converser à ce studio Facto, d'autant qu'on se connaît quand même déjà depuis plusieurs années. J'ai fait quelques recherches. Est-ce que toi, tu sais depuis quelle année on se connaît? Alors, j'ai pas fait de recherche, mais à mon avis, si je dis que ça fait une petite trentaine d'années, je ne dois pas être loin de la vérité. Alors, c'était 1992. À l'époque, j'étais déléguée syndicale chez Aldi. L'objectif ici, c'était que j'essaye un peu de te présenter, mais tout le problème réside dans le « un peu », parce que ça ne doit pas être trop long. Donc, j'ai pris quelques notes pour ne pas justement que ce soit trop long. Alors, donc, évidemment, tu me coupes si tu n'es pas d'accord avec comment je te présente ou si je raconte une bourde ou quoi ou quand même, pas de souci. Donc, tu es né un 26 décembre. Je dois te couper. Vas-y. 29 décembre. Voilà, gagné. Un 29 décembre 1960. Et pour la petite histoire, une sorte de prédestiné, pour ceux qui connaissent les grandes grèves de 60, les historiens considèrent que les 28, 29 et 30 décembre, c'est le sommet du sommet de ces grèves de 60. Et donc je suis né le 29 décembre 60. Parfait, on dira, il n'y a pas de hasard dans la vie. Je me suis un peu renseignée sur ta formation. Tu es gradué en comptabilité. Et là, je me suis dit, c'est de là que lui vient sa précision et, si j'ose me permettre, ton perfectionnisme sur les chiffres, parce que tu as toujours le souci que les chiffres qui doivent être utilisés par ton organisation syndicale doivent être corrects. Alors, tu as eu un parcours quand même riche, hein, donc tu es passé de responsable du service chômage à Liège à président de la FGTB. C'est quand même pas rien comme parcours. On ne va pas expliquer tous les détails entre les deux, mais je retiens deux fonctions importantes. Tu as été secrétaire régional à Liège et tu as aussi été secrétaire de l'interrégional wallonne de la FGTB. En gros, tu étais le chef de la FGTB wallonne et maintenant président de la FGTB. Est-ce que ça te va comme présentation ou tu veux ajouter quelque chose? Non, ça me va et je suis toujours heureux et fier quand on dit que, en effet, j'ai été responsable du service chômage parce que ce sont des années durant lesquelles j'ai énormément appris, parce que j'ai passé des années et des années à recevoir les gens qui venaient faire une demande de chômage. Je pense que ça m'a aussi beaucoup influencé, notamment dans ma lutte pour la défense des travailleurs sans emploi. Et donc justement, pour un peu partir de notre parcours en commun, donc moi comme syndicaliste chez Aldi à la FGTB, j'ai suivi la formation syndicale, la Fondation André Renard. Je faisais aussi partie de la commission femmes de la FGTB. Et là, régulièrement, on nous disait « Tantôt, Thierry va venir pour faire son point d'actualité ». J'adorais ce moment, parce qu'alors, tu racontais en quelques minutes, ouais, tu faisais en fait la revue de presse de ce qui se passait au niveau politique. C'était toujours très riche. Et puis, évidemment, tu te ramassais toutes les critiques des délégués de base par rapport aux syndicats. Et là, tu venais toujours, en tout cas de ce que j'ai retenu, avec des points très importants. C'était probablement en mode les jeunes délégués doivent être formés. Tu disais, mais c'est une question de rapport de force. Les yaka, c'est pas facile, et donc vous avez un rôle pour construire le rapport de force. Et de mémoire, je me souviens aussi que tu venais aussi toujours avec quelque chose de très important, c'est l'unité syndicale, l'unité des centrales, l'unité des régionales, et avec ça, l'unité pour être plus fort dans l'action, et qu'il fallait trouver le plus grand dénominateur commun. Du coup, j'avais en tête, la formation, c'est quand même quelque chose d'important pour une organisation syndicale. Est-ce que tu veux dire un mot là-dessus? Mais oui, tu as raison, c'est extrêmement important.
Je pense que ça le devient de plus en plus pour plusieurs raisons. La première, c'est que dans la formation que nous donnons à la FGTB, on tient à ce qu'elle soit une combinaison d'une formation interprofessionnelle et une formation décentrale professionnelle. Ce qu'on essaye aussi de faire à la FGTB, globalement, dans cette formation, c'est qu'il y ait à la fois un socle politique, bien entendu, mais qu'il y ait aussi un socle technique. Parce que quand on est délégué et qu'on est, par exemple, dans un conseil d'entreprise, il faut savoir lire les comptes. Il faut savoir être critique lorsqu'il y a une présentation qui est faite de la situation de l'entreprise au niveau des chiffres, au niveau des comptes et ainsi de suite. Pourquoi ? Parce que même s'il y a des réviseurs d'entreprise qui sont présents, c'est vraiment d'une importance immense d'avoir des délégués qui ont la capacité de pouvoir non seulement comprendre, mais critiquer les chiffres qui sont donnés. Parce qu'on se rend compte assez souvent qu'on a... il ne faut jamais faire de généralité, mais il n'est pas rare d'avoir des employeurs qui, lorsque l'entreprise commence à aller un petit peu plus mal, cachent la vérité aux travailleurs et ne donnent pas l'ensemble de l'information. Et moi, je suis très heureux que pendant tout un temps, on a fait une formation comme ça qui permettait aux délégués qui venaient à la formation d'avoir quelques éléments de lecture des comptes et des bilans et en leur disant allez regarder ça, ça, ça et ça, et si les chiffres sont comme ça, alors vous tirez la sonnette d'alarme, vous remontez vers votre centrale, vous remontez vers votre permanent, mais là, il faut vraiment faire attention. Et c'est un élément dont on n'a pas souvent conscience, parce que bon, quand les patrons ont des délégués devant eux qui savent tirer la sonnette d'alarme, qui disent « Attends, là, 2 minutes, là, je repose 2-3 questions », il y a le respect qui vient, ou en tout cas, on ne prend pas le délégué par au-dessus de la jambe. Dernier élément au niveau de la formation, c'est important d'avoir vraiment des délégués qui ont bien la conscience qu'on est, et je reviens à une partie de ta présentation, qu'on est dans une organisation syndicale interprofessionnelle. Bien entendu, on est organisé en centrale en fonction des secteurs d'activité économique, mais la force du monde du travail, c'est d'être unis, comme tu l'as dit. Et donc, il faut que les travailleurs, au-delà de la centrale à laquelle ils appartiennent, aient vraiment conscience de l'importance d'avoir, comme tu l'as dit, une unité au niveau des centrales et qu'on se connaisse et qu'on sache quelles sont nos différences et quels sont nos points forts ensemble. C'est très complexe, mais c'est essentiel pour la force d'un syndicat. Oui, et sur la formation plus technique, je me souviens que, évidemment, lire un bilan d'entreprise, on peut en passer des heures là-dessus, mais donc au niveau de la formation syndicale, on nous avait quand même aussi appris de cibler ce qu'on devait regarder. Je me souviens que chez Aldi, c'était l'augmentation de la productivité, le nombre d'euros qu'on avait versés aux actionnaires, et est-ce que le volume de l'emploi avait augmenté, oui ou non. Et je me souviens qu'avec ça, on avait fait un tract avec le 7K et le patron était furax. Oui. Il avait appelé le permanent pour dire que c'était scandaleux, qu'on dévoilait presque des chiffres secrets alors qu'ils n'étaient pas du tout secrets. Donc voilà, c'est vraiment aussi très important quand on est un délégué de base de pouvoir être armé. Le but, c'est pas d'en faire des comptables ou des experts comptables, mais le but, c'est de leur dire, quand on vous présente des comptes, il y a 7 ou 8 postes qui sont essentiels, vous devez avoir l'œil là-dessus et comparer ces postes-là d'une année à l'autre, et à partir de là, c'est suffisant mais nécessaire. Alors j'avais eu une autre anecdote, ça a à voir avec mon mariage avec Louis, mon camarade mari, qui était à l'époque aussi délégué syndical. Alors on peut dire, mais qu'est-ce que le mariage de Nadia et Louis ont à voir avec l'engagement et la lutte? Donc on avait organisé un petit drink, on avait invité la famille, les amis et les camarades les plus proches, et donc évidemment tu faisais partie de cette liste. Donc c'était un samedi, c'était le 17 novembre, je ne sais plus quelle date parce que quand on aime on ne compte pas, mais le vendredi avant, on s'était vu à une action. Ouais. Et donc, tu m'avais dit, tu es là, toi, demain, c'est ton mariage. Et le lundi, il y avait encore une autre action. Ça t'avait fait vraiment très rire. Et j'avais quand même senti un certain respect pour ces militants qui s'engageaient. Et je me souviens que je t'avais dit, oui, mais Thierry, toi aussi, tu es toujours à toutes les actions. Et ça, je pense que ça fait aussi partie de Thierry. Hein. L'objectif est aussi qu'on apprenne à mieux te connaître. Thierry comme homme de terrain, proche de ses délégués, et surtout le terrain, la rue comme moteur pour obtenir
des changements, des grandes ou des petites victoires parfois. Oui, tu as raison. C'est d'ailleurs objectivement la chose qui me manque le plus ces 4-5 dernières années depuis que je suis devenu président. Tant que j'étais responsable à Liège, tant que j'étais aussi responsable au niveau wallon, j'avais beaucoup plus la possibilité de pouvoir rencontrer des délégués, des permanents, des travailleurs. C'est vraiment quelque chose, voilà, je devrais essayer de prendre encore plus le temps de le faire, mais c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important de cette rencontre. Parce que c'est pas tellement aller vers des travailleurs qui vont t'encenser, c'est plutôt venir vers des travailleurs qui vont dire, oui, il faut pouvoir qu'on se le dise ici, ce qui remonte au niveau des structures, c'est bien, mais c'est pas complet. Et donc c'est important pour un responsable syndical de parfois bypasser les structures et d'avoir un retour et qui souvent est un peu plus violent que celui qu'on a lorsqu'on a toutes les arcanes et toutes les étapes à l'intérieur de l'organisation. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil alors quand on a quand même pas mal de responsabilités et comment est-ce qu'on jongle avec l'équilibre entre être à des réunions, être dans son bureau pour quand même analyser les choses et rester sur le terrain? Quand on va à la rencontre des travailleurs et simplement des travailleurs qui sont affiliés à la FGTB, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte à quel point le monde du travail reste un monde où il y a énormément de violence. De la violence parce qu'il y a la flexibilité, de la violence parce qu'il y a le manque de considération, de la violence, c'est pas uniquement de la violence verbale ou de la violence physique. Le monde de l'entreprise est un monde violent et c'est pas uniquement quand on est dans l'industrie, quand on est dans la distribution, c'est violent de devoir travailler, de se dire on devrait être 2 de plus dans le magasin, on devrait être 1 ou 2 de plus à la caisse, et ainsi de suite. C'est toute cette violence-là. Et parfois, si on ne va pas à la rencontre des travailleurs, on a peut-être, je ne pense pas que c'est notre cas, mais on peut avoir tendance à, et beaucoup d'observateurs extérieurs du monde du travail ont tendance parfois à ne pas comprendre que cette violence-là, elle est réelle, et parfois, elle s'exprime. Elle s'exprime dans un piquet de grève, elle s'exprime dans une manifestation, elle s'exprime dans une grève, et parfois il peut y avoir de la casse, et parfois il peut y avoir un feu de palette qui prend un peu trop d'importance, etc. Mais il faut bien comprendre que c'est pas gratuit. C'est parce que aujourd'hui encore, le monde du travail, c'est un monde qui est extrêmement violent et qui n'est pas moins violent aujourd'hui qu'il ne l'était il y a 10, 15 ou 20 ans, bien loin de là. Tout à fait. Et là, c'est vrai qu'avec ma petite expérience chez Aldi, quand tu dis la violence, je me souviens que nous, on avait les chefs qui demandaient à leur sous-chef de compter combien de fois on allait aux toilettes. Et donc, quand tu dois aller aux toilettes et que tu travailles à la caisse, tu es obligé d'appeler ta collègue pour dire est-ce que tu veux me remplacer, je dois aller aux toilettes, sinon tu ne sais pas aller aux toilettes. Donc ça paraît tout con, mais voilà. Mais en même temps, le monde du travail crée aussi justement cette solidarité parce que tu as besoin de ta collègue pour pouvoir aller aux toilettes. C'est tout con, mais c'est vraiment comme ça. Et là, c'est vrai que quand tu dis l'écoute avec les délégués, moi j'ai aussi perçu à l'époque ce que j'appellerais un certain respect que tu avais pour les délégués de base. Et donc c'était pas le respect paternaliste, c'était pas ça. Mais j'avais quand même le sentiment que, vu que tu étais convaincu qu'il fallait un certain rapport de force, voilà, c'est aussi pour ça que tu nous respectais. Tu nous respectais aussi comme femme déléguée. Je me souviens très bien. Donc voilà, j'ai pas de choses très concrètes, mais en tout cas dans le commerce, on était majoritairement des femmes. Dans le nettoyage, on était majoritairement des femmes. Et voilà, on sentait que tu ne nous prenais pas de haut. Et je pense que ce n'est pas banal parce que dans la société capitaliste et patriarcale, le machisme, il existe et il existe aussi dans les organisations de gauche. Donc voilà, ça me paraissait important de souligner ça. Il y a une sorte de revanche de la part des travailleuses aujourd'hui où depuis maintenant, en tout cas depuis au moins 2 congrès interprofessionnels à la FGTB, je l'ai dit, on constate qu'il y a beaucoup plus de femmes qui montent à la tribune, et avec tout le respect qu'il faut évidemment avoir pour les délégués métallos des années 60-70, mais aujourd'hui, dans un congrès, il y a plus de femmes qui montent à la tribune. Il y a un transfert en termes de secteur d'activité. Les derniers congrès, voilà, c'était des femmes titre-service, déléguées titre-service, déléguées dans la distribution, femmes d'ouvrage ou qu'est-ce que je sais, et qui
qui représente aujourd'hui quasi la majorité des prises de parole dans un congrès. D'abord, c'est bien en soi, parce qu'à part un congrès FGTB, où est-ce qu'une travailleuse femme d'ouvrage va pouvoir s'exprimer devant 300-400 personnes? Je trouve que c'est immense. Et puis, ça montre aussi que le rapport de force à l'intérieur du monde du travail, il est en train de se déplacer et que ce sont ces secteurs-là qui sont les secteurs demain qui vont porter les revendications de l'ensemble du monde du travail. C'est une sorte de revanche, je trouve, des délégués au fur et à mesure du temps qui passe. Je pense aussi que le respect pour les délégués, il se traduit aussi par rapport aux droits syndicaux et aux libertés syndicales. C'est aussi quelque chose qui te tient vraiment à cœur parce que donc voilà, on sait qu'elles sont attaquées. Et là, on a eu quand même une expérience, je trouve, assez positive dans le sens qu'on a eu le gouvernement Vivaldi qui a essayé de faire passer une loi qu'on a appelée anti-manifestation. Soi-disant, c'était pour arrêter les casseurs, mais on avait bien compris que c'était pas le cas. Et dans cette lutte qui a été menée pas seulement par les organisations syndicales, c'était plutôt à large front, tu as vraiment pris ta responsabilité, tu as vraiment été, je pense, un des moteurs là-dedans. Et est-ce que tu peux un peu alors expliquer qu'est-ce qu'il y avait dans le contenu de cette loi et en quoi tu pensais que c'était important d'aller jusqu'à la victoire? Parce que ça, c'est quand même très important de dire. Parce que souvent, on oublie de dire les victoires qu'on obtient. On a réussi à mettre cette loi à la poubelle. C'est vraiment une victoire historique parce que j'ai demandé à mes services, ils ne retrouvent pas la trace d'un projet de loi qui a été retiré alors qu'il était déjà passé en Conseil des ministres. Donc c'est vraiment quelque chose qui est totalement historique. D'habitude, quand c'est passé au Conseil des ministres, c'est plié et puis voilà. Et là, la loi a été retirée, donc c'est vraiment une victoire historique qu'on doit mettre en avant. Deux, il faut le reconnaître, c'est comme ça, c'est la FGTB qui a été le moteur de la mise en place de ce front commun, de cette action qui s'est faite avec les syndicats et avec le monde associatif. C'est la FGTB qui a vraiment été le moteur. J'en ai été le porte-parole, mais je tiens par exemple ici à dire que Selena Carbonero, du secrétariat de la FGTB, c'est elle qui a mis en place ce front commun, et j'ai participé à certaines de ces réunions techniques qu'elle mettait en place. C'était elle qui animait, c'était elle qui tirait le wagon. Nous n'aurions jamais gagné si on n'avait pas eu Amnesty, la Ligue des droits humains, Greenpeace, etc., qui étaient venus, parce que d'abord, ça montrait que c'était pas rien qu'un problème des syndicats, et puis aussi, ça élargissait évidemment la pression qui était mise sur le monde politique et sur le gouvernement. Ce qui, moi, m'a vraiment heurté, c'est pour ça que j'ai pris ce dossier à bras-le-corps, c'est que nous n'avons pas été avertis. Ça ne me va pas quand on a un projet de loi comme ça, avec des partis progressistes dans un gouvernement. Chacun, je veux dire, a le droit d'avoir son point de vue, a le droit d'introduire... Mais bon sang de bonsoir, si on a un projet de loi qui s'attaque manifestement aux droits fondamentaux des syndicalistes, à tout le moins, c'est de prévenir les syndicalistes. Et quand j'ai pris conscience qu'on n'avait pas été prévenu, j'avoue que ça m'a vraiment mis hors de moi. Quand on vient dire que c'était la loi anti-casseurs, peut-être ici, ce sera une des premières fois que ça sera dit en public. À l'intérieur du monde libéral, tant au niveau du MR qu'au niveau du VLD, on appelait ça le projet de loi Baudson. Je ne suis pas spécialement un casseur. Donc la volonté, c'était bien d'emmerder les syndicats et pas du tout de s'attaquer aux casseurs. Et si c'était passé, on avait vraiment un recul, un bond en arrière, à mon sens, de au moins 50-60 ans, parce que tout était mis en place pour pouvoir systématiquement empêcher non seulement des piquets de grève, non seulement des grèves, mais également tout simplement des manifestations spontanées, quoi. Plusieurs fois, à ce moment-là, je dis, mais les jeunes qui font un sitting, ils entraient dans le cadre de cette loi-là. Donc c'était vraiment quelque chose qui était pour moi fondamental, et rien à faire. On ne peut pas prétendre qu'on est démocrate et mettre en place des lois qui empêchent les organisations syndicales et plus globalement ceux qui essayent de jouer le contre-pouvoir, qui empêchent de faire leur métier et de remplir leur rôle. Quand une dictature se met en place, je sais que on le dit tout le temps, mais quand une dictature se met en place, une des premières choses qu'elle fait, c'est de s'attaquer aux syndicats. Elle s'attaque au contre-pouvoir. Une dictature, c'est en fait un régime qui n'aime pas le contre-pouvoir. Et c'est ça qui était pour moi affreux dans cette proposition de loi, et je répète, c'est une vraie et grande victoire, et on doit s'en inspirer
et refaire ce genre de front large si d'autres attaques venaient, et elles viendront quand on lit la loi de Wever, la note de Wever, pardon. Dans la victoire qu'on a obtenue, évidemment, l'aspect essentiel, c'est toute la mobilisation qui a été faite dans la rue et le fait qu'on a pu quand même s'organiser tous ensemble. Et puis alors, il y a eu aussi le débat dans le Parlement. Et là, c'est vrai que je dois quand même te dire que je suis assez fière qu'avec mes 3 autres camarades du groupe parlementaire PTV, on était donc avec moi 4 anciens délégués. On en a, profité. Non, on s'est dit, voilà, on doit aussi jouer notre rôle dans ce rapport de force. Et on a pu expliquer qu'en fait, cette soi-disant loi anti-casseurs, c'était de la foutaise parce qu'il y a toutes les lois en Belgique pour arrêter les casseurs, il n'y avait pas besoin d'en faire une nouvelle. Et alors chacun a donné un peu son exemple de comment est-ce qu'on pourrait être condamné en tant que délégué quand on a des actions spontanées. Je me souviens avoir entre autres expliqué que quand on a mené la lutte chez Aldi pour obtenir 4 heures en plus sur notre contrat, parce qu'on avait des contrats de 24 heures, à un moment donné, tu fais une petite grève. Tu vois, chez Aldi, c'est pas qu'on faisait des grosses grèves et on brûlait quelques palettes. Oui, tu pourrais être condamné parce que tu as soi-disant essayé de mettre le feu. Et alors, voilà, on avait aussi utilisé ça pour dire, voilà, si cette loi avait existé, moi, j'aurais été condamné à ne plus manifester pendant 120 ans. Donc, autant dire que je n'aurais rien pu faire du tout. Je t'ai écouté en bonne partie, parce que tu as tenu le micro bien longtemps, tu as quasi raconté tout ton parcours syndical, et tu as bien fait, en rappelant aux gens, en disant, ben oui, peut-être vous vous rappelez pas de moi, mais j'étais un peu différente, un peu plus jeune à l'époque, avec ton humour habituel, tu l'as fait. Le travail qui a été fait de gagner du temps, parce qu'en fait, en gros, c'est ça que vous avez fait. Le travail que vous avez fait de gagner du temps nous a permis, en fait, d'organiser une 3e manifestation. Et cette 3e manifestation, on n'était plus 2-3 000, mais on était 10 000. C'est en partie grâce au temps gagné qu'on a pu continuer à mobiliser. Et quand on a été 10 000 à la 3e manif, alors là, on a bien senti que les lignes allaient vraiment bouger. Voilà, on a gagné, donc on va pas râler, mais ce qui était incompréhensible, c'est qu'en fait, on venait avec une loi, inutile comme tu viens de le dire, après toute une séquence où on avait déjà judiciarisé en fait le combat syndical. Il y avait tout ce qui s'était passé autour de Deleuze, où on avait les huissiers qui venaient à tort et à travers, où on a même eu d'ailleurs l'impossibilité au niveau de Deleuze de faire des grèves durant tout le mois de mai. Et donc, il y avait déjà un cadrage, un renforcement au niveau de l'appareil judiciaire, juridique, et puis 3 mois après, on vient avec un appareil légistique supplémentaire. Donc c'était incompréhensible, et voilà, c'est vraiment un beau combat. Et donc toi, comme dirigeant syndical, tu ne te bats pas seulement pour des augmentations salariales, tu te bats aussi pour les droits démocratiques. Hein. Tu as encore expliqué, tu expliques chaque fois que voilà, pour une démocratie, il faut un pouvoir, un contre-pouvoir. Et là, on s'est aussi très, très, très souvent rencontrés depuis des années, alors dans des manifs antifascistes. Depuis déjà les années 90. J'avoue très humblement que c'est il y a une 20aine d'années d'ici que je me suis dit, non seulement il y a la poussée en Flandre du Vlaams-Belang, mais ici plus proche, c'est cette façon dont les idées populistes sont en train de gangréner beaucoup de partis dans l'espace francophone. Je parle du MR et des engagés, je vais y venir. À quel point certaines idées populistes d'extrême droite ou de droite radicale gangrènent vraiment les partis. On l'a vu. Ça a été l'exemple le plus frappant durant la dernière campagne, les insultes de Jolet à l'égard de Nabil Boukili, en lui disant quasi, vu tes origines, retourne chez toi si t'es pas... Et il n'y a pas de problème, ça passe. Et alors ce qui, moi, m'a frappé par rapport à cela, c'est que je me suis dit, il va peut-être rétropédaler en disant, c'est la campagne, on est tous fatigués, etc. Ce que je trouve qui aurait été la meilleure réaction qu'il ait eue. Mais non, ils ont assumé. Et ils ont assumé parce que je suis certain qu'à l'intérieur de ce parti se sont dit assumer, ce sera gagner des voix. Et ça, c'est quelque chose qui est au moins aussi grave que la montée des partis d'extrême droite. Quand j'entends certains propos de Bart de Wever, qui est un démocrate, je dis pas, mais certains propos de Bart de Wever, certains propos de Georges-Louis Boucher, et qui disent, voilà, sur notre façon de faire de la politique, nous sommes le rempart contre l'extrême droite. Mais c'est facile d'être le rempart contre l'extrême droite quand à l'intérieur de ton mouvement, tu tiens des propos qui commencent à être de plus en plus limites, et donc on banalise les choses. Et j'ai parlé des engagés, pourquoi ? Parce que j'ai été heurté
et ça c'est pas de l'extrême droite, mais c'est le populisme de cette façon en dernière ligne droite de la campagne de venir rattraper des propositions comme l'exclusion des chômeurs après 2 ans de chômage. De nouveau, je suis désolé, mais sur ma vision des choses des partis sociaux-chrétiens il y a 20 ou 30 ans, jamais ils ne seraient venus avec ça. Et donc, il y a des idées comme ça qui percolent. Est-ce que c'est de l'extrême droite de dire on va exclure les chômeurs? Non, bien entendu. Mais c'est du populisme à partir du moment où on le fait en se disant c'est une arme de campagne. Donc, par rapport à la lutte contre le fascisme, pour revenir à cela, c'est vrai qu'en Belgique francophone, aujourd'hui, on n'a pas de parti qui monte et ainsi de suite, mais on a le terreau qui est parfois semé par des partis démocratiques qui permettraient un jour l'émergence d'un parti d'extrême droite si on ne se ressaisit pas sur ce genre de propos et de propositions. Je partage à fond ton analyse sur l'extrême droite parce que trop souvent aussi, j'entends comme tu dis, oui, on est contre l'extrême droite, mais on ne voit pas, ce que tu expliques, que les idées d'extrême droite gagnent non seulement des autres partis de droite, mais que du coup gagnent aussi les esprits des travailleurs eux-mêmes. Et que là, il y a un travail vraiment d'information, de formation, de convaincre les gens justement pour faire en sorte de les gagner, parce que c'est une vraie attaque idéologique importante. Et quand ils attaquent les chômeurs en disant après 2 ans on va supprimer, et qu'ils espèrent que ça va être populiste parce qu'un chômeur c'est de sa faute. Mais oui, c'est pour ça que je suis vraiment fâché par rapport à ce genre de propositions-là, parce que d'abord on divise le monde du travail et on divise les gens, et puis alors après on va dire non, il faut que tout le monde soit uni. Non, tout le monde n'est pas uni. À partir du moment où on a ce genre de propos-là, ça veut dire qu'on met les actifs contre les non-actifs, les malades contre les personnes en bonne santé, et ainsi de suite. On divise et on oppose les gens. Mais par ailleurs, ce que on fait croire, c'est que vu que le chômage, en parenthèse, pour la petite histoire, aujourd'hui, en Belgique, il y a moins d'un chômeur sur 2 qui est encore indemnisé par l'ONEM. Il y a plus d'un chômeur sur 2 qui n'a plus droit à l'allocation de chômage, qui est déjà au CPS, qui n'a droit à rien, dont on n'entend plus parler. Et alors on fait croire, par ces propos-là, que vu qu'il y a de moins en moins de chômeurs, forcément les chômeurs qui restent, ce sont ceux qui sont dans le divan toute leur journée et qui ne foutent rien. Moi je suis désolé, mais on a un service chômage à la FGTB comme à la CSC ou à la CGSLB, et je peux vous assurer qu'on n'a jamais eu autant de travail pour payer les chômeurs qu'aujourd'hui. Parce que les chômeurs qui chôment aujourd'hui, ce sont des gens qui travaillent quasi tous les mois. 1 jour, 2 jours, 3 jours, un peu à temps partiel, un intérim, etc. C'est ça le chômeur d'aujourd'hui. C'est quelqu'un qui malheureusement n'a que de l'intérim. C'est pas quelqu'un qui est couché dans son divan. Et c'est ça qui me fout hors de moi dans cette façon de présenter les choses. Désolé, mais le gars qu'on va exclure, c'est celui qui est à la carrosserie chez Audi depuis 25 ans et dans 2 ans, on va l'exclure. C'est de ça qu'on parle en fait, et pas de gens qui glandouillent dans leur divan. Et ceux qui glandouillent, il y en avait peut-être. Mais je suis désolé, il y a des contrôles qui existent. Il y a le contrôle de la disponibilité qui existe depuis 15 ans. S'il y en avait quelques-uns, ils ne sont pas passés au travers des mailles du filet et ils font partie de l'autre moitié dont j'ai parlé. Et donc, c'est inadmissible d'avoir une société dans laquelle on fait croire que quand on est chômeur, on est pourri, alors que quand on est chômeur, je vous le répète, il y a encore une étude qui a été faite par la FJTB Wallonne il y a moins d'1 an d'ici et qui a montré que la majorité des chômeurs travaillent plusieurs semaines par année, et que si les règles étaient changées au niveau de l'admission au chômage, ce sont des gens qui en fait ne seraient pas considérés comme des chômeurs de longue durée. Et on met la faute sur eux, alors que le gros problème, c'est que les patrons préfèrent en effet faire des petits intérims de 3 jours, de 5 jours, de 6 jours, et pas de mettre des contrats de 4-5 mois à disposition des travailleurs. Je me calme. C'est bien, parce que la question de l'émotion, c'est vrai qu'on a besoin de beaucoup d'émotions pour mettre les gens en route, et je dois aussi te dire que moi aussi, j'ai besoin de beaucoup d'émotions pour continuer mon combat. Je pense que de l'émotion, il y en avait vraiment beaucoup dans ta manière d'expliquer les choses, et c'est vrai qu'on va vraiment vers un changement. Allez, on va se battre évidemment, hein, Thierry, on ne va pas se laisser faire, mais c'est vraiment un gros changement de société comme tu l'expliques, hein, donc ils veulent aussi carrément supprimer l'indexation automatique des salaires, par exemple. Hein. Et donc voilà, donc j'espère aussi que l'enregistrement d'aujourd'hui va servir à cette formation nécessaire. On va devoir tout doucement clôturer, peut-être par quelques questions courtes. Ça va être difficile, hein, pour moi, des questions courtes.
Et pour toi, des réponses courtes, ça va être dur aussi. Mais donc, comme le but était de faire connaissance, quelques questions plus light. Enfin, light. La première n'est pas très light, c'est quel est ton plat préféré? J'ai fait pour la cuisine italienne. C'est pas pour toi que je le dis. Non, je me doute. Ok, ben, j'attends l'invitation. Alors pour quoi? Tes spaghettis à la bolo ou quelque chose comme ça? J'aime bien cuisiner. Je sais faire des choses un peu plus... J'aime bien cuisiner et j'aime la cuisine italienne. Parfait. On fera un jour un concours de lequel de nous deux fait le meilleur spaghetti. Alors sinon, au niveau look, blouson en cuir ou veston? Quand je mets un veston durant la semaine, j'ai toujours l'impression de me déguiser. C'est comme ça que je suis le mieux. C'est magnifique. Sinon, sieste ou sport? Je fais pas de sieste. Pas de sieste. Alors, tu sais que Facto, donc je l'ai dit tout à l'heure, c'était un nouveau média pour comprendre le monde et du coup comprendre le monde pour le changer. Si tu avais un film ou un documentaire à conseiller aux militants syndicaux, et je pense particulièrement à tous ces délégués qui ont été élus récemment lors de dernières élections sociales, c'était au mois de mai je pense, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller à regarder? C'est peut-être pas très engageant ce que je vais dire, mais objectivement j'ai vu deux ou trois documentaires sur les conséquences écologiques et économiques de la façon dont le monde tourne sur le continent africain. Je trouve qu'il y a certains des documentaires que j'ai vus récemment qui montrent à quel point les gens sont dans l'extrême pauvreté, parfois dans la violence à cause de la pauvreté, et vivent sur des tas de crasse et de plastique. Et ça, c'est vraiment, je répète, c'est pas très optimiste, mais ça montre à quel point s'il n'y a pas un vrai changement au niveau social, mais aussi au niveau environnemental, on va dans le mur rapidement. Extra, j'espère qu'ils vont bien entendre tout ça. En tout cas, comme je l'ai dit avant de démarrer l'enregistrement, c'était vraiment un plaisir pour moi de faire cet entretien parce qu'on se connaît depuis des années, mais ça, on l'avait quand même jamais fait et maintenant, c'est fait. C'est fait. Merci. Merci.